Bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette conférence en ligne proposée par l'Institut Efficacity avec le CEREMA dans le cadre de la deuxième saison des réflexions sur la France en transition et la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Ce soir, collectivité et objectifs de développement durable, quels outils de pilotage des politiques publiques de développement durable? Pour aborder cette question en 45 minutes, nous avons Pascal Berthaud, directeur général du CEREMA. Bonsoir Pascal. Michel Salem-Sermané, qui est directeur général de l'Institut Efficacity. Bonsoir, bonsoir Michel. Bernard Gindros, qui est président du comité technique ISO 268 sur le sujet développement durable des collectivités, et Sylvie Delatte, directrice du développement durable et des partenariats à la communauté urbaine de Dunkerque. Donc un panel qui couvre, j'allais dire, bien l'ensemble de nos problématiques, avec comme fil rouge cette question des stratégies de pilotage des feuilles de route de développement durable dans un contexte à la fois de crise liée au Covid-19, de relance et d'enjeux de fond en matière notamment de décarbonation et de changement climatique. Je suis Nicolas Buchou, directeur et fondateur du cabinet Renaissance Urbaine. Juste pour dire que ce que l'on va aborder ce soir est tout à fait à l'ordre du jour aussi à l'échelle globale, notamment dans le cadre des travaux du G20 avec la préparation du sommet qui aura lieu en Italie dans quelques jours. L'OCDE, hier, à l'occasion d'une réunion à Gênes, a présenté les premiers résultats d'un rapport sur le rôle des collectivités dans la reprise post-crise du Covid et insisté sur deux facteurs. Un, bien sûr, leur rôle dans les investissements, mais aussi la question de la capacité à faire levier pour accélérer la transition énergétique, pour accélérer une transition vers le développement durable. Donc, ceci étant posé, je vous rappelle ou je vous indique que vous avez la possibilité tout au long des échanges de faire des remarques et de poser des questions si besoin. Elles seront évoquées au fur et à mesure de nos échanges. Et je passe tout de suite la parole à Pascal Berthaud, directeur général du CEREMA, pour nous brosser un peu un double tableau, à la fois le CEREMA acteur de cette transition et puis le CEREMA avec et en lien avec les territoires et les entreprises. Pascal, la parole est à toi. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Je commencerai par une anecdote que j'ai vécue personnellement il y a à peu près 25 ans, où finalement dans un certain nombre de réunions d'ingénieurs, de techniciens de ville, quand on parlait de développement durable, un jour j'ai eu droit à la réponse: le développement durable, on sait ce que c'est pas de développement du tout. C'est dire si quand même en 25 ans on a fait beaucoup de chemin et où finalement de l'époque où il y a 30 ans, 35 ans, c'est plutôt une bande de farfelus, en tout cas pris comme tel. On a aujourd'hui, je crois, assez largement mis en place les outils, théorisé les choses et puis surtout fait en sorte que la plupart des communautés s'approprient le développement durable. En réalité, ça va beaucoup plus loin que ça et c'est ce qu'on va évoquer dans cette séance aujourd'hui. C'est que finalement, cette question du développement durable, des ODD, non seulement c'est une nécessité, non seulement c'est approprié par, on va dire quand même la plupart des citoyens maintenant, mais c'est en train de devenir un outil de compétition entre villes. Et on voit bien d'ailleurs, en regardant un peu ce qui se passe politiquement dans les différents votes, que cette question de finalement ma ville, mon entreprise, est-elle effectivement dans cette logique de développement durable, quelle est sa contribution aux ODD, etc. C'est en train de devenir un vrai sujet et effectivement, on a, je crois, fait beaucoup de chemin. Alors la difficulté, évidemment,
c'est que souvent les collectivités, services de l'État pareil d'ailleurs, sont souvent un petit peu perdus parce qu'il y a une multitude effectivement d'outils qui ont été montés en place, mis en place sur le sujet. C'est vrai que ça a beaucoup foisonné pendant 20-25 ans, c'est normal vu de l'endroit d'où on est parti. Et effectivement, il nous semble assez essentiel maintenant d'être capable justement d'arriver à unifier les méthodes, d'arriver à proposer aux uns et aux autres un corpus assez important. Peut-être un petit témoignage, un deuxième sur le CEREMA. Le CEREMA, c'est historiquement les services de l'ex-ministère de l'Équipement. On a restructuré l'ensemble de ces services dans les 2 dernières années, donc autour de thématiques qui sont la mobilité, les infrastructures, les risques, efficacité énergétique du bâtiment, etc. Mais finalement, avec en réalité un trait d'union commun, je dirais, entre l'ensemble de ces activités, qui est justement les questions à la fois de transition énergétique et d'adaptation au changement climatique. Et on voit là aussi effectivement que finalement, même des activités qui pouvaient paraître loin effectivement de ces sujets-là, aujourd'hui sont complètement impactées par la chose. Je vais donner un exemple, une route, une partie importante de notre activité, une route aujourd'hui, elle est totalement impactée par le changement climatique et elle est totalement impactée par l'action, évidemment, des véhicules, la façon dont les frottements sont, etc. Et donc là aussi, même sur des sujets hyper techniques, hyper béton, en réalité, cette question effectivement des ODD, elle se pose dans chacune des actions. Alors nous, on a beaucoup travaillé sur des outils de sensibilisation et d'appropriation, avec effectivement une grille d'analyse des activités selon les 17 ODD, un guide d'appropriation qu'on a fait avec nos amis d'ailleurs de Comité 21. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de matières existent effectivement pour arriver à acculturer l'ensemble des acteurs sur le sujet. Derrière, évidemment, une fois qu'on a fait ça, il faut aller plus loin, il faut mettre en place des outils de pilotage, des outils d'évaluation. On a beaucoup travaillé là-dessus, notamment avec un outil européen RFSC, dans le cadre d'ailleurs qui est un peu le cadre de référence pour la ville durable, pour arriver là aussi à avoir des méthodes, à avoir des références que chacun puisse utiliser. On a aussi beaucoup travaillé sur d'autres outils transversaux qui contribuent effectivement à cette prise de conscience des objectifs du développement durable. Par exemple, mis en place la boussole de la participation ou plus récemment la boussole de la résilience, qui sont là aussi des démarches qui permettent à chacun de s'approprier les sujets et de regarder. Alors c'est vrai que, comme je le disais, la difficulté, c'est que puis finalement, autour de ces 20 ans où on a mis en place des démarches, on a développé des outils, finalement, on arrive à quelque chose d'assez foisonnant sur lequel il n'est pas complètement évident de se retrouver. Et effectivement, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, notamment du côté de nos amis américains, de nos amis japonais, de nos amis chinois, on voit effectivement qu'ils ont largement travaillé sur l'idée d'un label qui soit global, qui puisse être d'une certaine façon unique, traiter l'ensemble des sujets et permettre effectivement ainsi de se valoriser. Nous, au CEREMA, pour travailler beaucoup dans le monde urbain, dans le monde de l'aménagement, nous sommes assez persuadés qu'effectivement la compétition mondiale est aujourd'hui une compétition sur la rentabilité, sur les entreprises, sera demain effectivement une compétition des villes sur des endroits où il fait bon vivre et travailler, sur des endroits qui soient effectivement plus respectueux de la planète. Et donc, quelque part, nous sommes assez persuadés que cette question de label, bien sûr, c'est quelque chose qui nous intéresse en tant que communauté du développement durable, en tant que personnes convaincues, passionnées, mais au-delà de ça, nous sommes vraiment persuadés que ça sera un outil de compétition entre les pays, entre les villes dans le futur. Et c'est pour ça, évidemment, que, notamment avec nos amis d'Efficacity, on a commencé à travailler sur cette idée d'un label global qui puisse justement, quelque part, faire en sorte que le modèle de la ville
qu'on défende dans la décennie qui vient, ça soit un modèle de ville européenne, de ville française, et pas forcément quelque chose calqué sur un modèle de ville américaine ou un modèle de ville chinoise ou japonaise. Donc c'est effectivement ce point qui nous semble assez important, c'est finalement comment collectivement peut-on, à partir de tout ce qu'on a fait les uns les autres depuis 20 ans, arriver à converger effectivement sur un outil d'évaluation qui nous permette effectivement, pour le coup, d'aller de l'avant et d'aller de l'avant surtout tous ensemble. Donc ça, je pense que Michel Salem y reviendra sur le label VDI proprement dit, mais très vite, deux questions pour aussi embrayer sur la suite. La première, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a la demande est là, la demande quand on est le CEREMA et qu'on accompagne les collectivités en France, il y a vraiment une demande, un besoin d'accompagnement, ça c'était le premier point. Et le deuxième point, est-ce que, j'ai souvenir de ce qu'avait fait la France après la présidence de l'Allemagne, de l'Union européenne en 2007-2008, à cette période où il y avait vraiment eu un travail très important sur la définition d'une ville européenne durable. Est-ce que ça pourrait être aussi un axe de travail pour la présidence française de l'Union européenne, ces questions-là aujourd'hui? Alors, est-ce que la demande est là? Je dois dire que sur ces questions, justement, de développement durable, de résilience, le Covid, quelque part, a bien aidé. Et nous sommes assez frappés dans nos relations avec les collectivités de voir le nombre de collectivités qui viennent nous voir en disant « Bon, ok, là, on s'est pris le Covid dans la figure, on n'a pas forcément pu s'adapter aussi vite qu'on aurait voulu. Il faut qu'on rentre dans une démarche globale. Comment pouvez-vous nous aider dans des démarches de résilience, des démarches de développement durable, etc. » Donc, je crois vraiment que, à la fois avec une évolution de l'opinion de la population qu'on voit dans les urnes, je veux dire, quand vous regardez les dernières élections municipales, les dernières régionales ou départementales, on voit bien que ces questions-là, qui étaient, encore une fois, complètement pour un tout petit public d'avertis il y a 20 ans, deviennent aujourd'hui des questions qui deviennent des questions grand public, deviennent des questions qui font l'objet à un moment d'une campagne. Donc je crois que la mobilisation de la population, elle est en train de monter, et donc effectivement, la demande des élus, qui quelque part suivent toujours la population, et c'est bien normal, nous en tout cas, on la sent vraiment monter. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose à l'occasion de la présidence française? Nous, on pense très clairement que oui, que sur ces sujets-là, c'est des pays comme la France, comme l'Allemagne qui peuvent effectivement tirer l'Europe. Et donc, oui, il y a une occasion dans le premier semestre de l'année prochaine d'essayer d'arriver à avancer de quelques cases sur ce sujet-là. Parfait, merci, merci beaucoup Pascal. Je pense qu'on reviendra sur ces éléments. Michel Salem, pour l'Institut Efficacity, autour de cette demande croissante, de l'accumulation d'expérience et de ce passage à la vitesse supérieure pour piloter le développement durable. Aujourd'hui, avec Efficacity et vos partenaires, vous en êtes où et quelles sont les perspectives pour la labellisation VDI, je crois, en lien aussi avec d'autres labels qui existent déjà? Oui, merci Nicolas. Donc avant de présenter les principales caractéristiques du label Ville durable et innovante que nous co-développons avec le CEREMA, et pour répondre à ta question voilà, sur notre action dans ce domaine, je voudrais rebondir sur deux éléments qu'a déjà évoqué Pascal. Le premier, c'est la nécessaire évaluation des actions et des politiques menées à l'échelon territorial. Cette évaluation ou cette mesure des impacts, cette mesure quantitative et objective des impacts, c'est-à-dire des résultats de nos actions, donc à l'échelle des villes et à l'échelle territoriale à laquelle intervient Efficacity, c'est quelque chose voilà, qui nous semble absolument nécessaire et en même temps un peu nouveau. Un peu nouveau en France en particulier. Alors souvent,
on dit que voilà, en France, nous avons moins que des pays de l'Europe du Nord, cette culture de l'évaluation. Voilà, c'est un fait. Et en fait, voilà, notre conviction, c'est que il faut vraiment outiller d'urgence les acteurs territoriaux pour leur donner cette capacité en permanence de savoir où on en est, de faire le bilan, de pouvoir évaluer voilà, de façon objective le résultat, les impacts des diverses politiques de développement durable menées localement. Et Pascal disait qu'il y a une attente. C'est clair que nous ressentons la même attente. À nous d'être capables d'apporter ces outils qui soient simples d'utilisation et puis qui donnent confiance au sens où ils permettent de progresser. Voilà. Et donc, j'insiste sur ce point. Il se trouve que c'est cet outil que nous proposons avec le CEREMA s'intègre dans un label, mais au-delà de la marque de qualité ou la marque d'attractivité qu'apporte ce label et qui est importante, c'est vraiment un outil pour progresser en évaluant où on en est, en évaluant les impacts, les résultats de ces actions. Donc voilà, j'insiste sur ce point, outil d'évaluation, outil de mesure de ces actions. Voilà, ça nous paraît très important. C'est au cœur de tout ce que nous faisons à Efficacity, et nous le faisons à l'échelle quartier, et avec le CEREMA, nous proposons de le faire à l'échelle des villes et des agglomérations. Et le deuxième point que je voudrais souligner, c'est le nécessaire travail collectif pour arriver à cela. Et je voudrais juste citer tous les acteurs qu'avec le CEREMA, nous avons progressivement fédérés pour mener ce travail, donc des acteurs ministériels, essentiellement donc, le ministère de la Transition écologique, à la fois la DGALN et la DAEI, les principaux opérateurs, bien sûr l'ADEME avec qui nous travaillons main dans la main, mais aussi la Banque des Territoires, l'ANCT, et puis des acteurs importants, bien sûr, comme France Ville Durable, certaines associations d'élus, le Comité 21, et puis même des entreprises, puisque nous travaillons avec la task force du MEDEF international. Donc voilà, c'est le deuxième point que je voulais évoquer, qui est aussi dans l'ADN d'Efficacity, la collaboration, ce travail nécessairement collectif pour arriver à mettre au point ces outils, ces référentiels de référence qui vont permettre aux collectivités de progresser et qui vont être également simples d'utilisation. Et alors, peut-être, Michel, juste pour rebondir, deux questions. Pascal Berthaud évoquait tout à l'heure cette compétition croissante, qui n'est pas nouvelle, même si qui n'est pas nouvelle entre les territoires, notamment entre les villes, et le rôle de la labellisation. On le voit dans un grand nombre de domaines, que ce soit en matière de biodiversité, de bas carbone, etc. Est-ce que aujourd'hui, un projet comme celui de VDI, tu le dirais, est un peu en avance ou différent par rapport à des compétiteurs chinois ou nord-américains? Alors, c'est sûr que nous essayons de nous différencier par rapport à ces compétiteurs puissants. Quand on connaît la puissance de lead, on voit bien que voilà, il faut se différencier. Alors, pour ça, on va essayer d'être en avance. Je ne veux pas dire qu'on le soit aujourd'hui, puisque nous avons l'ambition de lancer ce label avec le CEREMA à partir de début d'année prochaine, mais je pense qu'on a des atouts pour être en avance. Je vais en citer quelques-uns. Le premier, c'est d'emblée la compatibilité avec les grands cadres internationaux qui n'existaient pas il y a 10 ans quand Lead for City a démarré. Donc voilà, c'est l'avantage de celui qui est parti en second. Donc ces grands cadres internationaux, ce sont évidemment en particulier les ODT dont on parle aujourd'hui, et ça sert vraiment de base et d'inspiration pour le label que nous co-construisons. Également un certain nombre de normes ISO voilà, que Bernard connaît bien et qui sont également une source d'inspiration importante. Et il y a bien sûr une recherche de compatibilité avec ces grandes normes. Un autre élément qui nous différencie, peut-être, c'est vraiment le fait de faire en sorte que ce label soit une aide pour progresser et pas simplement une photographie à l'instant T de où on en est. Ce n'est pas juste une note qui est donnée à une collectivité, mais c'est vraiment une aide pour progresser. Et je précise à ce sujet que, parce que ça n'a pas été dit, que ce label VDI n'est pas à lui seul
un label qui permet d'embrasser l'ensemble des champs de la ville durable, mais c'est un complément au label qui existe aujourd'hui, hein, qui est porté par l'ADEME, qui s'appelle Citergy, dont le nom vient de changer, hein, ça s'appelle maintenant le label Climat, Air, Énergie, mais on va dire que Citergy est une marque bien connue. Et donc, avec cette double labellisation, c'est bien avec cette double labellisation donc, que nous allons couvrir l'ensemble des champs de la ville durable. Et mon point était que nous nous inspirons de Citergy pour vraiment être une aide pour progresser. Et donc, dans la structure même de ce référentiel, voilà, c'est construit d'une manière à donner des pistes aux collectivités pour progresser et non pas simplement à noter. Voilà. Et donc ça, c'est un point, je pense, qui va nous différencier. Et le dernier que je peux évoquer, c'est la recherche vraiment d'un équilibre entre l'ensemble des dimensions développement durable. Donc on a à la fois ce qui existe avec Citergy, hein, donc toute la partie transition écologique, et on recherche vraiment un équilibre avec les autres grands domaines, hein, que sont la question sociale et qualité de vie, la question du développement économique, la question de la résilience, hein, au sens large, et puis enfin un dernier domaine qui est l'innovation, qui n'est pas un but en soi, mais qui est un levier transversal au service de l'ensemble de ces défis. Voilà. Et donc je pense que là nous avons de quoi être très utile pour les collectivités et nous différencier des grands labels nord-américains ou asiatiques. Merci, merci Michel. Effectivement, là, je pense que ces deux derniers points sont extrêmement importants. On voit bien qu'il s'agit moins d'une labellisation avec toute la pondération comme dans les critères de cette norme LEED qui a commencé sur de l'immobilier aux États-Unis et qui n'a cessé de lorgner sur les territoires depuis lors, mais plutôt de la reconnaissance d'une stratégie d'accompagnement très structurée. Hein, et ça, les besoins sont importants. Alors, on va continuer notre conversation. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas à intervenir en utilisant les outils de discussion en ligne là, qui sont à votre disposition à travers la plateforme Teams avec Bernard Gindrose. Bernard, vous êtes président de l'un de ces comités techniques ISO sur les sujets de ville durable. Parfois ce maquis, quand on est un peu de l'extérieur, quand on est un territoire ou une entreprise ou un citoyen ou une organisation de la société civile, comment est-ce que quelle stratégie un peu vous voyez pour un projet comme celui de VDI et comment dire, quels sont un peu les champs prioritaires? Oui, merci Nicolas. Effectivement, un challenge important pour les collectivités aujourd'hui. Alors la normalisation ne souhaite pas imposer un modèle unique à l'ensemble des collectivités, hein, dans ce contexte-là, mais plutôt à guider les collectivités vers cette transition. Alors quand on parle de transition, il faut se poser la question, transition vers quoi? Transition pourquoi? Et donc la normalisation, les travaux que nous conduisons au niveau de ce comité technique ISO, et principalement vont dans ce sens-là. On veut aider les collectivités à bien identifier quel est leur objectif final, à long terme principalement, quelles sont les stratégies à mettre en place pour atteindre ces objectifs-là et élaborer ou les aider à l'élaboration de feuilles de route. Dans ces sujets de transition, en général, nous avons des impacts sur plusieurs secteurs d'activité, donc on a besoin de garder en permanence une approche très holistique. Et c'est là-dessus que très souvent, les collectivités ont un peu de difficulté parce que c'est un sujet complexe. Et les sujets de responsabilité des collectivités sont absolument nombreux, sont énormes. C'est vraiment très, très compliqué. On a besoin d'avoir une aide. Alors, lorsqu'on développe un standard, on ne parle pas de quelque chose qui n'est pas connu en général. On se base sur des bonnes pratiques. On se base sur des retours d'expérience dans le cas présent, de collectivités qui ont réussi ce type de transformation ou de transition d'une manière efficace et très positive. Et c'est à partir de ces solutions, de ces bonnes pratiques, que l'on élabore des référentiels ou des documents qui vont permettre de guider, je dirais, étape après étape, les collectivités dans ce type de transition. Alors, pour répondre directement à votre question sur le rôle et la considération des labels, très souvent,
cette collection de bonnes pratiques se fait autour de villes qui ont suivi un modèle et souvent avec une labellisation à la clé. Pourquoi? Parce qu'elles permettent de... Alors, le label est assez motivant, mais il est également aussi très structurant. Il permet aux collectivités de bien prendre en considération un nombre de critères importants. Et ensuite, à partir de ces critères, et ce que Michel rappelait précédemment, cette culture de l'évaluation est extrêmement importante, on arrive progressivement à optimiser chacune des actions qui sont conduites. Et c'est par le retour d'expérience de ces bonnes pratiques que l'on développe ensuite des standards qui deviennent des références qui doivent pouvoir répondre à des attentes d'un grand nombre de collectivités différentes dans de nombreux pays. C'est surtout le cas de ce que l'on fait à l'ISO. On a plus de 70 pays qui sont engagés dans cette démarche, dans ces démarches-là, et notamment de tous les continents. Donc effectivement, les cultures sont différentes. Mais c'est très important, encore une fois, grâce aux labels qui peuvent être mis en place dans les collectivités. Et Michel rappelait le label Synergie, par exemple, qui a inspiré grandement une bonne partie des travaux, notamment du système de management de l'ISO, sur le comité technique que j'ai la chance et le grand bonheur de présider, qui s'appelle le ISO 37101 et qui est bien connu en France d'ailleurs. Donc, c'est effectivement à partir de ce type d'initiative que l'on conduit ces développements-là. Un autre point extrêmement similaire par rapport au label, la normalisation dans ces approches de management incite à ce que l'on appelle une amélioration permanente, une recherche permanente de l'optimisation des impacts de chacune des mesures qui sont engagées. Alors, dans un terme un peu barbare, on appelle ça le Plan Do Check Act en anglais, effectivement, mais qui rejoint ce que disait Michel, culture de l'évaluation en permanence pour essayer d'améliorer la mise en œuvre des feuilles de route pour atteindre l'objectif le plus élevé possible par rapport aux visions qui étaient les visions initiales. Dans cette démarche-là, ce qui est également nouveau, c'est la prise en compte de sujets qui jusqu'alors n'étaient pas toujours considérés, donc l'innovation, Michel l'a rappelé. On est effectivement aujourd'hui, la Covid nous a mis en face de certaines réalités aussi, dans une urgence de résilience, alors pas uniquement sur les questions de santé, mais également sur d'autres sujets, en particulier sur l'adaptation au changement climatique, sur l'économie circulaire, sur des sujets qui sont relativement nouveaux et qui vont impacter l'ensemble des villes. Et là encore, les bonnes pratiques issues de mise en œuvre de plans d'action dans certaines collectivités, alors labellisées ou non, sont des éléments essentiels pour alimenter les travaux de normalisation. Très bien, merci. Je pense que c'est important, vous insistez beaucoup sur cette dimension, on va dire, managériale. C'est un peu le sens aussi de la normalisation ISO sur les sujets, mais Michel évoquait la question de la culture de l'évaluation. En tout cas, on voit bien que l'attention portée, non pas simplement aux objectifs, mais au processus, aux éléments d'organisation qui permettent de les atteindre, est particulièrement importante. Alors, je relais une question, je vous la pose, mais on va très vite passer la parole surtout à Sylvie Delatte à Dunkerque là-dessus, sur peut-être un peu la nature des besoins que vous voyez émerger du côté des collectivités. Est-ce que c'est au niveau des diagnostics? Est-ce que c'est au niveau de la définition des stratégies? Est-ce que c'est au niveau des partenariats? Est-ce que c'est au niveau des plans d'action? Et est-ce que ces dimensions-là, précisément, font partie aujourd'hui de votre feuille de route? Oui, absolument. La manière dont on conduit ou que l'on émet des propositions nouvelles de développement de sujets de normalisation, principalement, c'est une remontée de besoins exprimés par les collectivités. Alors, ça se fait dans les différents pays parce qu'on appelle des comités miroirs. Et dans ces comités miroirs siègent en général des experts de collectivités, assez généralement de villes de taille assez importante. Il nous manque toujours les expressions de besoins des plus petites collectivités, mais les sujets nouveaux sont identifiés à partir de ces expressions de besoins. Alors, jusqu'à maintenant, on avait beaucoup de besoins exprimés pour justement conduire ce phasage, des approches méthodologiques pour identifier une stratégie, pour identifier une vision à long terme, également de plus en plus
pour intégrer le citoyen dans les processus décisionnels et de gouvernance également. Et depuis à peu près un an et demi, on voit apparaître, et ça s'est d'ailleurs accéléré cet été avec les phénomènes climatiques un peu extrêmes, on voit apparaître des besoins exprimés assez fortement d'ailleurs, et de manière générale vers de l'ensemble de la planète, du globe, sur des questions d'adaptation au changement climatique, de management des situations de crise, de management par exemple de tout ce qui est inondation, mais également de mise en œuvre ou d'approche de systèmes d'alerte et d'anticipation de solutions temporaires pour essayer de préserver la population. Alors, c'est de l'infrastructure, c'est de l'alerte, c'est du service, c'est de la prévention. Et ça, c'est des sujets un peu nouveaux pour lesquels, évidemment, la digitalisation va nous permettre d'apporter des solutions un peu plus rapides, mais pour lesquels on a besoin d'une accélération de la résilience sur un nombre de sujets extrêmement nombreux. Très bien, c'est parfait, c'est bien noté. C'est d'autant plus intéressant que Pascal Berthaud rappelait dans son propos liminaire que ces questions-là étaient pour la plupart sur la table depuis longtemps. Pascal disait une vingtaine d'années. Il disait également autre chose que je pense, tout à fait important, en disant c'est vrai que c'était peut-être jusqu'à ces dernières années plutôt des groupes d'acteurs convaincus, soit dans les collectivités, dans les grands corps de l'État, etc., alors qu'aujourd'hui, ça fait vraiment partie de la demande sociale. Raison de plus peut-être aussi pour ce que rappelait aussi Pascal, pour structurer ces stratégies d'accompagnement. Je me tourne vers Sylvie Delatte. Vous avez entendu les uns et les autres beaucoup s'en référer aux besoins exprimés par la collectivité, aux priorités exprimées aussi par les citoyens et aux outils qui peuvent être mis à disposition pour, j'allais presque dire, un peu leur faciliter la vie, même si ce n'est pas toujours facile. Et puis cette situation de crise inédite liée au Covid-19 qui a un peu rebattu les cartes et peut-être aussi changé certaines perspectives sur ce que l'on attend en matière d'innovation. Vous faites partie des collectivités qui expérimentaient les stratégies proposées par cette labellisation ville durable et innovante. Aujourd'hui, un peu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces questions, de vos besoins, de vos attentes et aussi des perspectives à court et moyen terme? Oui, bonsoir. Alors, peut-être partir quand même du contexte un peu dunkerquois rapidement, hein, mais dire, bon, c'est vrai que Dunkerque, je dirais, on peut dire une expérience hein, en la matière. Alors ça s'explique toujours par, c'est l'histoire du territoire en fait. Hein, on dit toujours, voilà, tout est question de récit. Voilà, et cette question de l'appropriation des objectifs de développement durable, c'est aussi, elle est aussi fonction de ce territoire et de son histoire. Donc c'est vrai que concernant Dunkerque, c'est vrai que c'est un pays enfin une région de contraste, hein, avec à la fois un environnement riche, mais aussi très industriel. Et donc, assez vite se posent des questions de compatibilité, voilà, entre à la fois là où l'environnement peut être source peut être un atout, mais ça peut être aussi je ne sais pas si on peut dire une menace, mais en tout cas, il peut être menacé, d'autant plus aujourd'hui, avec les questions liées au changement climatique. Bon, étant donné que Dunkerque est littoral, c'est vrai que les questions de submersion marine, d'inondation, etc., font que les choses peut-être nécessitent une plus grande implication, on va dire, sur ces questions de prise en compte des objectifs de développement durable. D'un point de vue social aussi, on pourrait dire les spécificités, c'est que on a une situation sociale qui est plutôt quelquefois en deçà des moyennes nationales, hein, de revenus moyens, de taux d'emploi. Et d'un autre côté, on a des atouts liés plutôt à une forte tradition de solidarité entre les habitants, un tissu associatif riche, etc. Donc je ne vais pas étaler toutes les spécificités de Dunkerque, mais tout ça pour dire que voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut partir d'un état des lieux qui
voilà, qui est fait aussi d'une histoire, d'un contexte politique. Hein. Bon, on a quand même une communauté urbaine qui est la première communauté urbaine volontaire créée en 1969 parce que pour répondre aussi à ces enjeux, il faut qu'il y ait un leadership sur un territoire. Bon, il se trouve que voilà, la communauté urbaine va jouer ce rôle en fait d'animateur du territoire, hein, avec là aussi une évolution historique, étant donné qu'avant elle était plutôt sur la gestion de grands services publics. Donc une fois qu'on a ces éléments-là, voilà, c'est de quoi partons quelle est l'histoire de ce territoire et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne. Et c'est là où les choses, évidemment, enfin, ça fait donc des années qu'on y travaille et ça a été notamment l'occasion enfin, la traduction de la vision des politiques, elle s'est faite notamment dans l'élaboration de projets de territoire. Et nos premiers projets de territoire, comment dirais-je, encore une fois, reposaient plutôt sur ces notions de grands services publics et après ont été vraiment, s'appuyaient vraiment sur une vision politique du développement de ce territoire. Et donc, il y avait quelque chose qui a traduit la prise en compte du développement durable dans ces projets. C'était l'obligation qui a été faite suite au Grenelle 2 pour les intercommunalités de plus de 50 000 habitants de produire un rapport de développement durable. Voilà. Donc, enfin, je dirais, il y a donc ça remontait. Le premier rapport de développement durable daté de 2011. Et donc, on retrouve déjà la prise en compte par la collectivité de ces objectifs de développement durable. Alors, là, on était plus. Alors, il y avait un cadre très précis. Hein, il y avait 5 finalités à l'époque. Je ne vais pas les énumérer. Là, j'ai pas le temps. Mais voilà, dire qu'on avait des fondements. On avait déjà tout un tas d'actions qui étaient tournées vers le changement climatique, vers la préservation de la biodiversité, la cohésion sociale, dynamique de développement selon des modes de production et de consommation responsables. Et donc, je dirais déjà à l'époque, ce qui nous manquait, c'était quand même l'aspect évaluation. C'est vrai qu'on voyait qu'on était un peu, on était un petit peu à la traîne hein, sur ces questions d'évaluation, c'est-à-dire qu'on avait bien la vision, on avait un suivi, mais finalement pas suffisamment d'évaluation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je dirais, aujourd'hui, on voit que toutes les politiques publiques qui doivent intégrer ces objectifs, il faut vraiment qu'on les appréhende de façon systémique et non plus sectorielle, ce qui complexifie. Et c'est surtout aussi que ça va poser la question de la gouvernance finalement. C'est-à-dire que comme on a plus une approche sectorielle, eh bien, c'est aussi toute la gouvernance qu'il faut repenser. Avec là aussi une évolution récemment, c'est la prise en compte. Alors à la fois où ça bouge beaucoup, c'est dans les fronts, enfin la limite entre le privé, le public et du coup maintenant aussi le citoyen. Hein. Et donc voilà, comment on repense nos outils de gouvernance pour piloter cette transformation du territoire. Donc à la fois la définir, voir quelle sera la trajectoire, quels seront les objectifs, mais aussi ensuite comment ça va se mettre en œuvre et comment, à quel résultat on va aboutir. Et donc je dirais dans ce contexte-là, ce qui est attendu, je pense de la part des élus, c'est effectivement un accompagnement dans la définition de la trajectoire pour atteindre les objectifs qu'ils se fixent sur les territoires. Et ensuite, la déclinaison en plan d'action. Alors, c'est vrai que les collectivités aujourd'hui rencontrent quelquefois des difficultés quand même financières, on va dire les choses. Et donc, je pense qu'il y a un besoin peut-être encore plus flagrant aujourd'hui d'efficience, c'est-à-dire qu'il va falloir arbitrer quant aux actions ensuite qui vont devoir être menées. Elles vont devoir être arbitrées au regard de l'impact qu'elles auront justement au regard des objectifs qu'on se fixe. Et c'est tout ce travail-là, je crois, qui nécessite un accompagnement pour les élus notamment et les équipes qui entourent les élus. C'est
Donc à la fois, on identifie à partir de notre diagnostic des objectifs, on écrit une trajectoire. Pour faire cette trajectoire, il faut un plan d'action et ensuite, il faut vraiment qu'on arrive à mesurer ce que finalement on produit au regard des objectifs fixés. Et donc, c'est là qu'on arrive sur les questions d'évaluation avec, comme l'a dit M. Berthaud en introduction, c'est que il y a un foisonnement aujourd'hui de démarches. Donc là, je vous ai parlé de projet de territoire. Là, à Dunkerque, on est en train d'écrire le nouveau projet de territoire avec le nouveau mandat. On a eu la démarche des contrats de relance et de transition écologique qui s'appuyait également sur un projet de territoire. Bon, il se trouve qu'à Dunkerque, on n'est pas tout à fait sur la même échelle territoriale, on a une échelle du SCOT. Et donc, à chaque fois, pour ces dispositifs, ces démarches, on nous demande des évaluations. Et à côté de ça, effectivement, nous sommes engagés aujourd'hui dans des labels, Citergie, Ville durable et innovante, voilà, qu'on expérimente. Et donc, si j'avais une demande à formuler, voilà, c'est de dire comment on arrive à rationaliser tout ça, à faire en sorte que toutes ces démarches aussi, que ce soit de labellisation, qui sont finalement qui sont des évaluations, qui sont qui s'appuient sur un certain nombre d'indicateurs, qui sont vraiment des outils de performance aussi pour les administrations. Eh bien, comment tout ça, on arrive à le rationaliser de manière à avoir une approche globale, systémique de notre action pour atteindre ces objectifs de développement durable. Merci beaucoup, Sylvie. C'était, je pense, extrêmement précis et clair. Je vois qu'il y avait aussi une remarque parmi les questions concernant ces problématiques dans les villes plus petites, parce que Dunkerque a quand même effectivement non seulement une expérience longue que vous rappeliez en la matière, et puis aussi une administration fortement structurée et habituée à traiter de ces questions-là. Mais je pense que vous mettez vraiment le doigt sur quelque chose qui a été rappelé aussi par les précédents intervenants, c'est à la fois ce besoin d'indicateurs de performance, mais aussi de structurer l'évaluation. Et peut-être effectivement, votre appel, je pense, sera entendu sur le fait que la double labellisation, comme l'évoquait Michel Salem, Citergie et VDI, pourrait sans doute contribuer à renforcer cette évaluation précisément dans ce moment de transformation aussi et de besoin. Il nous reste vraiment quelques minutes, on est déjà au-delà de l'horaire que nous nous étions fixé, mais la discussion est intéressante et extrêmement riche. Je voulais me tourner peut-être pour terminer cet échange vers Pascal Berthaud, et puis si l'un ou l'autre d'entre vous souhaite réagir. Pascal, au début, tu évoquais encore une fois ce cycle, voilà, ce 20 ans, 30 ans de développement durable, en précisant qu'on était en train de passer aujourd'hui à autre chose. Il y a une vingtaine d'années, on parlait beaucoup des agendas 21, Dunkerque faisait partie d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, des villes pionnières en la matière, avec aussi un volet politique de la ville, etc. Peut-être si on arrivait à caractériser en quelques mots la différence entre il y a 20 ans ces agendas 21 et aujourd'hui le temps de la structuration d'une réponse un peu à tous les niveaux et en partenariat, qu'est-ce qui différencie vraiment ces nouvelles ambitions, ces nouveaux labels avec cette période presque historique, pionnière des agendas 21 il y a une vingtaine d'années, au moment où on va fêter en 2022 le 30e anniversaire du sommet de la Terre de Rio. Pascal, tu souhaites réagir? Je ne sais pas si Pascal Berthaud nous a entendus. Excusez-moi, oui, je t'ai entendu. Oui. Excuse-moi, j'avais mon micro coupé. Oui, je crois que évidemment un peu difficile à caractériser. Moi, je vois quand même deux éléments qui sont importants. Il y a 20 ans, on était vraiment dans une action de passionnés, de gens qui étaient vraiment complètement convaincus. Et aujourd'hui, l'enjeu, justement, c'est le passage à l'échelle. C'est le fait que ce type de démarche, ce type de labellisation, d'évaluation, puisse s'appliquer à un très grand nombre. Et évidemment, ça veut dire qu'on est forcément sur des gens qui sont moins militants, je dirais.
Ça, c'est probablement le premier point. Le deuxième point qui est un peu le corollaire, c'est que pour que ça marche, on est forcément passé, il faut qu'on passe de quelque chose qui a été très foisonnant, parce qu'on était dans une logique militante, il y a un certain nombre à avoir été dans ce rôle-là, à des outils qui soient évidemment beaucoup plus uniques, d'abord, hein, ça a été dit, y compris par Madame, et effectivement, probablement beaucoup plus normalisé, beaucoup plus carré, de façon à ce que là aussi ce déploiement puisse se faire assez largement. Mais encore une fois, moi je trouve que 20 ans, c'est pas si énorme que ça sur des sujets qui sont quand même assez profonds et qui changent quand même assez profondément la façon de fabriquer la ville, la façon de faire vivre la ville. 20 ans, 25 ans, c'est pas si énorme que ça. Finalement, en l'espace d'une génération, on est passé de quelque chose qui était complètement pionnier à quelque chose qui est en train de se professionnaliser, de devenir des standards assez forts, etc. Et ça, quelque part, c'est pas une durée très très longue en vérité. Ben écoutez, je vous propose que ce soit notre mot de la fin pour ce soir. Merci beaucoup Pascal Berthaud, directeur général du CEREMA, Sylvie Delatte, directrice du développement durable et des partenariats à la communauté urbaine de Dunkerque, Bernard Gendrose, président du comité technique ISO Ville Durable, et Michel Salem-Sermanet, directeur général de l'Institut Efficacity, pour cette conférence et réflexion dans le cadre de la deuxième saison de la France en transition sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable autour de la question collectivité et objectifs de développement durable, notamment l'objectif numéro 11 sur les villes, mais pas seulement. Quels outils de pilotage des politiques publiques de développement durable